Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Nous allons évoquer aujourd'hui dans cette émission avec Mzoura Al-Hiani, Samuel Akizimana et Abdullah Issouf, la proclamation de la toute première République noire en 1804. Tout commence le 14 août 1791 lorsque le peuple de descendance africaine déclenche une insurrection à Saint-Domingue. Insurrection qui va obliger la France à abolir l'esclavage. Abolition qui interviendra exactement en 1794. Les colons de Saint-Domingue étaient alors forcés à fuir vers la Louisiane et la Jamaïque. Pour rappel, les insurgés noirs assaillis de partout par les Anglais et les Espagnols parviennent à repousser toutes les incursions et les convoitises impérialistes. Et au terme d'une guerre contre les troupes de Napoléon Bonaparte, les Africains de Saint-Domingue, dirigés par Toussaint Louverture, puis par Jean-Jacques Dessalines, arrachent leur indépendance. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance du pays qui reprend le nom originel Haïti. Et il annonce également l'abolition de l'esclavage. On est à la fin du XVIIIe siècle, Mzoura, et au début du XIXe siècle. Oui, je vais prendre la parole devant Mzoura. Aujourd'hui, c'est pas les femmes d'abord. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse parce que je disais tout à l'heure, en fait, l'histoire d'Haïti, il est important parce qu'on parle de la Première République, donc Haïti. Quand on parle de Saint-Domingue, parce que moi, je vais revenir sur le principe même. Quand on parle de Saint-Domingue, on voit que c'était un territoire, on peut dire, industriel pour la France, parce que c'était c'était un endroit où c'était une colonie sucrière, c'est-à-dire que vous voyez, il y avait les plantations des cannes à sucre, etc. Et pour ça, il fallait tourner cet endroit-là. Oui. Pour faire tourner cet endroit-là, donc la France mettait un paquet à amener des esclaves sur ces terrains. Mais ces esclaves-là vivaient dans des situations et désastreuses, c'est-à-dire que il y avait vous voyez déjà des esclaves, ils étaient marginalisés, ils étaient frappés, ils étaient torturés, ils étaient torturés, etc. Mais arrivé, c'est ce qui est important avec l'histoire de Saint-Domingue, parce que à partir de là, il y a eu certaines personnes, ils ont dit assez. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui s'est dit assez, et les choses doivent changer. C'est là où il va y avoir la première révolution qui s'est passée en 1789, où on voit l'ouverture, Toussaint Louverture, il avait commencé à créer une première révolte en disant il faut que les choses terminent, il faut que ça cesse. Donc ils se sont révoltés, ils ont commencé à se battre pour ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolte qui était très intéressante à cette époque parce que déjà les Français ne s'attendaient pas à ça qu'il y ait des révoltes. Donc Toussaint Louverture a réussi à mobiliser certains de ses esclaves pour se mettre en marche et commencer à se battre pour arracher maintenant cette liberté qu'ils devaient avoir parce qu'ils en avaient marre. Moi, je veux commencer par... je suis tout d'abord impressionné de découvrir cette première république noire en 1804 parce que j'ai appris seulement que le partage de Berlin qui a commencé à partir de 1884-85. Donc la République, la République d'Haïti existait depuis elle est indépendante depuis le 1er janvier 1804. Voilà. Donc par Dessalines qui proclamait non seulement l'indépendance de Haïti, mais
aussi l'abolition de l'esclavage, parce qu'il faut le noter, c'est très important de le noter. Il réclame non seulement l'indépendance, mais aussi l'abolition de l'esclavage. Donc, dès les années 1810, Haïti appuie le mouvement de libération des colonies espagnoles mené par un certain Simon Bolivar. En revanche, donc la rançon de l'indépendance imposée par la France, qui réclame 50 millions de francs. Or. Voilà. Oui. C'est ça le. Or, en guise de dommages, asphyxie progressivement l'économie du pays déjà ravagée par la guerre d'indépendance et en proie d'intenses conflits entre les différentes classes sociales. Donc, on voit que Dessalines et ses peuples ont vraiment lutté pour avoir cette indépendance. Ils l'ont pas obtenu comme ça et tout. Comme ce que Samuel vient de dire. Donc déjà, c'est un endroit où il y avait beaucoup d'activités économiques. Donc, moi, je trouve que cette révolte, d'abord insurrection qui va conduire à l'indépendance. Exactement, parce que si on regarde ces révoltes menées par ces deux leaders à l'époque, quand on parle de Toussaint Louverture, qui a commencé, mais il a été suivi par Dessalines, parce qu'on voit que Dessalines, déjà, il est né sur cette île Haïti, il est né là-bas, et à travers ça, il a été inspiré par Toussaint Louverture et il a suivi, c'est-à-dire que c'était une Toussaint Louverture lui-même était inspiré parce que nous sommes. Toussaint Louverture aussi était un esclave. Il était né dans cette terre, il était un esclave, donc. Mais aussi, il avait certains avantages plus que Dessalines, si je peux le dire. Mais ce personnage aussi de Dessalines, elle est importante parce qu'il a vraiment joué un rôle clé dans cette révolte. Et c'est lui qui a utilisé les tactiques de la terre brûlée et tous ces tactiques de guerre très connues. Mais qu'est-ce qui a insufflé chez ces deux leaders l'idée d'une révolte, d'une insurrection? En fait, c'est ce qui y a un contexte très très important. Ce qui les a poussés aussi, c'est le vouloir en fait de libérer en fait. Après l'abolition de l'esclavage, c'est là où ces idéologies ont vraiment commencé à émerger dans cette terre d'Haïti. Et si on prend l'exemple de Toussaint Louverture, par exemple, lui, il avait certains avantages parce qu'il était un esclave, mais il avait un rang aussi un peu plus important que les autres esclaves, on ne sait pas comment. Et moi, je dirais que c'est un personnage un peu qui nous incite à aller chercher sur lui. Et si on parle de Jean-Naïve Dessalines, qui a proclamé l'indépendance en 1804, lui aussi c'était ce leader qui a mené la révolte après l'ouverture. Oui. Et c'est un personnage aussi très pragmatique. C'est un personnage qui a utilisé des tactiles qui étaient très importants et qui en fait, il était connu pour ça. C'est par la brutalité et toute cette révolte qu'il a menée. Moi, je pense qu'on était dans le contexte de la Révolution française, la proclamation des droits de l'homme et du citoyen. Donc, l'idée, la naissance de la citoyenneté sur le territoire français plutôt, et les Lumières, donc les Lumières qui vont influencer. Donc la Révolution française, 1789. Ici, on a commencé pratiquement quelques années après. Il va y avoir donc la révolte de Saint-Domingue, et les colons présents ont perdu en quelque sorte la main, parce que la métropole était bouleversée par la révolte, les changements de régime jusqu'à 1800 avec c'est pourquoi il fallait que Napoléon arrive au pouvoir pour envoyer une armée dans le but justement de réprimer cette révolte, avec une alliance avec les Anglais et les Espagnols, mais sans compter sur la détermination et la volonté de Dessalines et ses amis d'en finir avec le système esclavagiste, colonialiste, raciste et discriminatoire. Moi, je pense que ce sont toutes ces raisons que vous venez de citer, mais à cela s'ajoute la dépression aussi, parce qu'il faut noter que Dessalines, c'est une personne qui a subi beaucoup d'esclavage.
beaucoup, c'est-à-dire d'esclavage. Il a subi de plein fouet, donc. Il a été vendu maintes fois. D'ailleurs, je rappelle le parcours. Donc, il est né en 1758 sur une plantation à Haïti. Donc, Jean-Jacques Dessalines était d'origine africaine. Il a été vendu plusieurs reprises et travailla comme esclave avant de devenir un affranchi. Donc, il prit le nom de Dessalines en hommage de son dernier maître qu'il avait affranchi. Donc, à travers sa bibliographie, on remarque que vraiment c'est une personne qui a subi beaucoup l'esclavage. Donc, d'ailleurs, je pense que ce sont ces raisons aussi qui l'ont motivé pour lutter pour cette abolition de l'esclavage et lutter pour, pour la décolonisation de son pays Haïti. Et après qu'il a proclamé l'indépendance de Haïti en 1804, il a promis aussi de rénover, de reconstruire tout le pays. Donc c'est pour ça que je disais que ce personnage Mais on l'a asphyxié, les Français avaient asphyxié cette nouvelle République en exigeant une rançon, comme l'a si bien souligné. 50 millions à l'époque de francs or. Oui, aussi, je voulais ajouter un truc, c'est que aussi l'importance si on veut comprendre vraiment l'impact de cet héritage de Dessalines, il y a plusieurs livres qu'on trouve même sur Internet gratuitement qui nous renseignent en fait sur cette lutte et sur tout ce que Dessalines a apporté, comme The Black Jacobins de James, Dessalines and the Haitian Revolution de Caroline Fick. Tous ces livres en fait, ils disent à quel point Dessalines a joué un rôle très important. Il a calqué le modèle sur le modèle jacobin de la Révolution française. Donc c'est comme ça qu'il a réussi, parce que il était un fin il avait veillé à ce que les rangs des révoltés soient vraiment soudés. Donc l'unité, c'était son mot d'ordre. Exactement, parce que si on revient déjà en regardant la progression jusqu'à la proclamation de l'indépendance, où on voit par exemple quand Toussaint, l'ouverture avait été arrêtée en 1802, où maintenant c'était Dessalines qui avait pris maintenant les règnes de cette insurrection, où on voit que il a réussi à faire quelque chose de très important. Regardant son charisme, il a réussi à regrouper tous les groupes, en fait. Il n'y avait plus de divisions. Ils étaient devenus un seul homme, comme on peut le dire. Et à travers ça, il a utilisé, c'est là où il était impressionnant, parce que si on regarde à travers ça, il était une personne avec des techniques ingénieuses. Il a notamment instauré des techniques de guérilla. Comme vous avez dit, il a calqué aussi certaines des techniques qu'il avait apprises. C'est-à-dire que c'était une personne avec une vision et que les gens suivaient. Et avec cet objectif, parce que si on regarde très bien, c'est là où moi je vais revenir, par exemple, sur une de ses citations, lorsqu'il a proclamé l'indépendance de Dessalines, où maintenant même c'était plus Saint-Domingue qui s'est redevenu Haïti. Saint-Domingue, oui. Il avait Saint-Domingue, où il a dit nous avons compris qu'il n'y a pas de liberté que dans l'indépendance, et nous avons décidé de ne plus être les esclaves d'aucune nation. C'est-à-dire que si on regarde le parcours de ces gens, on parle de Toussaint et les autres et tous les esclaves des Dessalines, etc. C'était des personnes qui ont vécu dans des situations atroces, malgré qu'il y avait eu l'abolition de l'esclavage, mais ils continuaient à... 1897, non, c'était une mesure que la France, à l'époque coloniale, avait prise pour atténuer un petit peu l'ampleur de l'insurrection. Mais voilà, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines n'ont pas accepté cette mesure. Ils n'ont pas adhéré parce qu'ils avaient un objectif principal, c'est-à-dire qu'ils voulaient cette liberté. Ils voulaient cette liberté, être affranchis totalement. Et ce qui est impressionnant, malgré la coalition de la France, des Espagnols, etc., ils ont réussi quand même à arracher cette indépendance, parce qu'ils sont battus pour ça. Mais malgré qu'on a, comme Youssouf l'a dit, après on les a demandé à ceux qui payent, mais ils avaient... Et pour un petit peu minimiser la pression sur Haïti, cette nouvelle république, ils ont décidé même d'apporter un soutien, comme l'a souligné Youssouf, à Simone, à la révolution de Simone Bolivar, donc en Amérique du Sud. Oui, ça fait partie de la tactique donc insurrectionnelle de Jean-Jacques Dessalines.
Oui, effectivement. Et déjà, il C'était faut un le soutien dire que tactique. aussi tous ces colons, ils avaient vraiment peur de Ils ont fui, de- d'ailleurs, ils ont quitté. Effectivement. Et si on regarde aussi la population, à cette époque-là, c'était 90%, c'était les esclaves. C'était plus que la population des Blancs et des colons qui étaient présents sur ces terres. Et avec, en 1798, quand ils ont commencé cette révolte, en fait, les colons, ils ont appris ça par surprise. Donc, ils étaient pas vraiment préparés à eux qu'ils brûlent les plantations et que ils ont fait vraiment des choses auxquelles ils s'attendaient pas. Et c'est là on voit l'ampleur aussi que les esclaves, s'ils décident de révolter, ils avaient même, ils avaient ce pouvoir de le faire. Mais voilà, il leur fallait de se regrouper et de se mettre d'accord. Parce que si on voit la personnalité de Dessalines, quand vous parlez... Là, c'est des Spartacus qui ont réussi. Oui. Donc, ils ont C'est réussi. vraiment des tactiques qu'ils Ils ont ont réussi. En fait, si, ça me rappelle toujours cette illustration qu'on dit toujours lorsqu'il y a 10 esclaves qui sont en train d'être battus et qu'une de ces 10 esclaves décide de se dire non, tu peux me frapper, mais je ne peux pas t'écouter. En fait, les autres aussi vont se tourner. C'est ce qui s'était passé avec Dessalines et Toussaint Louverture, parce que ces gens-là, ils se sont dit assez, on en a assez, il faut qu'on puisse atteindre cette liberté. Et comme Mezoura a pu le dire, c'est normal. Ils étaient majoritaires. Ils étaient majoritaires sur cette terre d'Haïti. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont pris leur vie en main en disant il faut que les choses puissent changer, ils étaient inarrêtables, ils étaient déterminés. Et surtout, si on regarde à travers les techniques, parce que quand on parle de Dessalines, qu'il a réussi aussi à faire en sorte qu'il soit un seul homme, parce que ces esclaves-là, ils n'étaient pas divisés, ils n'avaient plus peur du maître. En fait, c'est le contraire qui s'est passé. Oui, c'est les maîtres qui vont prendre, peur, donc ils ont la crainte, donc une crainte qui va toucher tous les États-Unis d'Amérique. Donc, qui ont été obligés de reconnaître pour que le mouvement donc d'Haïti ne fasse pas tache de huile sur notamment au niveau du sud des États-Unis, donc le sud esclavagiste, discriminatoire, etc. Qu'est-ce qu'ils décident de reconnaître Haïti officiellement. Donc, et ça, c'est également une reconnaissance tactique pour que les Américains, donc les esclaves afro-américains du sud des États-Unis, ne suivent pas l'exemple de Dessalines et de Parce Toussaint. qu'avant aussi, ils moi, avaient je vais revenir sur cette imposition de 50 millions de francs en or. Oui. Donc, c'est une tactique comme ce que vous venez de dire. Pourquoi? Parce que la France craint de voir l'exemple d'Haïti inspirer les îles voisines. Et les États décident, les États-Unis attendent 1862, la veille, parce qu'en ce moment c'était la veille de l'abolition de l'esclavage sur leur propre territoire, pour reconnaître Haïti. Donc c'est une tactique, le fait de reconnaître Haïti comme une république. Donc c'est une tactique pour empêcher que... Non, parce qu'il va y avoir après une guerre civile, la guerre de sécession aux États-Unis, et en partie c'était à cause de l'esclavagisme justement. Donc c'est une reconnaissance tactique pour en même temps gagner les Afro-Américains pour l'établissement des États-Unis, donc de l'État fédéral et contre les sudistes esclavagistes. Oui, déjà, ces colons, ils avaient même essayé avant, par le Code noir, tout ce qu'on appelait le Code noir, etc., de maintenir, en fait, ces esclaves sous leur emprise, mais ils n'ont pas réussi. Donc, parce que ces esclaves aussi, peu importe les mesures auxquelles ils essayaient d'appliquer sur eux, ça ne fonctionnait pas, et leur peur, c'était la peur des colons qui étaient en train d'augmenter. La plupart des colons de Saint-Domingue étaient des royalistes, c'est-à-dire c'est les partisans de l'ancien régime anti-révolutionnaire. Alors en France, le Code noir justement est aboli avec la Révolution française, c'est-à-dire avec la proclamation des droits de l'homme et des citoyens, et la naissance de la citoyenneté au sens propre du terme, sans tenir compte ni de race, ni de couleur, ni de religion des citoyens.
Donc ce mouvement révolutionnaire, en fait, il a marqué toute l'histoire d'Haïti, malgré que certaines personnes aussi l'ignorent. Minimisent l'importance de... C'était un tournant. Mais il faut le reconnaître que c'est un exemple à suivre, et surtout, ça a ouvert les yeux à plusieurs personnes qui ont appris par rapport à cette révolte-là. Moi, je dirais que cette révolte d'Haïti a renversé l'idéologie que les colons vis-à-vis des Africains. Parce que les colons pensaient que les Africains ne peuvent pas créer leur propre territoire, les diriger et tout. Ils ne sont pas capables, ils n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles qui vont leur permettre de diriger leur territoire. Mais attention, il y a eu un débat après la Révolution à Haïti. Il y a eu les partisans de cette République et les partisans de la France comme terre-mère, attention. Donc il y avait encore des gens qui voulaient que Haïti soit associé donc à l'empire colonial français. Oui. Il y a tout un débat. Il y a tout un débat, mais malgré tout ça, on peut dire que c'est là où a eu la force un peu de Dessalines, parce qu'après c'est lui qui va devenir le premier dirigeant, et même il va devenir même empereur, etc. par après. Mais par là, on voit que il y a eu cette ouverture d'esprit, cette intention de vouloir bien faire, parce qu'après il a su diriger, et surtout le côté où ça a créé encore plus de polémiques, parce qu'après il y a eu Dessalines a fait quelque chose que je considère de normal, parce qu'il a fait la confiscation de certaines terres qui appartenaient aux colons pour les distribuer. C'est-à-dire que il a fait des actions avec un objectif précis. Mais pour ça, on sait très bien que il y a eu toujours certaines histoires qui ont émergé par après. Mais à travers cette situation, moi, je vais revenir sur un truc aussi qui me touche par là, parce que si on regarde très bien, même à présent, jusqu'à présent, quand on parle de l'Haïti, jusqu'à présent, vous savez que l'Haïti demande d'être connu par l'Union africaine, parce que l'Haïti souhaite être connu par l'Union africaine. Oui, l'Haïti jusqu'à présent, il est en train de se battre pour ça. D'ailleurs, sur le plan culturel, la production cinématographique, etc. C'est typiquement africain. C'est tout ça on partage avec tout le continent, avec tous les Africains. Ils se définissent comme Africains à part entière. Hein. Exactement. Et ils le réclament. Jusqu'à présent, ils réclament d'être attachés à l'Union africaine, être connus par l'Union africaine. Parce que malgré qu'ils sont sur cette île qu'on appelle Haïti, mais ils se disent africains. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais renié leur appartenance. Avec leurs racines africaines. Ils n'ont jamais coupé leurs racines avec le continent africain. Ils sont toujours attachés à cette terre-mère. C'est-à-dire que c'est là où moi je voudrais en venir. C'est-à-dire que malgré toutes les tentatives que les Français ont essayé pour un peu changer, parce qu'il y a certains des îles qui ont perdu un peu de leur identité. Mais eux, ils ont su garder jusqu'à présent. Oui, ils ont su garder cette identité qui les attachait à leur continent mère en quelque sorte. Et c'est des gens jusqu'à présent, vous savez si bien dire, si vous regardez même à travers les documentaires, vous regardez Haïti, vous dites c'est quel continent, c'est quel pays d'Afrique. Tout ce qui est produit, c'est-à-dire la production littéraire, la production, la poésie, etc. Quand on dit, c'est du même mythe fondateur qui travaille l'imaginaire des Haïtiens et celui des Africains. C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Moi, je vais aller plus loin. Il suffit de prendre une vidéo de l'Haïti et pas préciser que c'est en Haïti et demander à une personne c'est quel pays. Il va dire c'est peut-être Cameroun, subsaharienne, il va dire Cameroun. Il va pas se retrouver, il va même pas savoir que c'est en Haïti. Ce qui montre cette importance en disant cette première république en Haïti, c'est là où moi je veux en venir. Cette première république, c'est la victoire des Africains qui ont été déportés. C'est-à-dire que ça revient sur cette identité en disant, c'est là où c'est très important en disant, cette première république qui a eu lieu, c'est la victoire des Africains par rapport à la colonisation. D'ailleurs, ça va constituer un moment fondateur parce que tous les panafricanistes, je pense à Padmore, je pense à Dubois, je pense à Garvey, ils vont prendre en considération Haïti. Ils vont prendre Haïti comme exemple dans leur lutte contre le colonialisme. Oui, effectivement. Parce que, en fait, Haïti, elle partage des liens historiques avec l'Afrique. Et ça, on peut pas le dire ou bien dire le contraire. Et aujourd'hui, si elle va parvenir à faire partie
comme membre entier de part entière à l'Union africaine, ça va être un pont entre l'Afrique et les Caraïbes. Et si les autres leaders aussi on voulait à chaque fois qu'il y a quelque chose de plus d'important, ils associent les Caraïbes et les Haïtiens, c'est qu'ils ont reconnu on a le même état d'esprit, que ce soit Haïti, les Antilles. C'est des peuples qui partagent les mêmes traditions, la même culture, le même rapport à la vie, à la mort, etc. Tout. Et là, ils ont eu la même destinée aussi. Ils ont fait face aux mêmes problèmes, aux mêmes pratiques, aux mêmes en fait, tous les traitements qu'ils ont reçus, c'était pratique avec les Africains. Tout ce qu'ils ont subi, c'était la même chose. Moi, je vais aller encore plus loin en disant, en réalité, il faut qu'on se rende compte que, en regardant les Haïtiens, il faut comprendre que c'est nos frères qui ont été déportés dans des contextes précis et qui sont partis et qui se sont retrouvés quelque part. Mais c'est nos frères. C'est-à-dire que c'est pour ça, quand les Haïtiens, par exemple, ils sont en train de demander à ce que l'Union africaine puisse les reconnaître, c'est en réalité parce qu'ils savent qu'ils sont africains. Ils ne peuvent pas les nier. Ils savent, c'est juste que ils sont dans le sens, ils ne savent pas s'il est camerounais, ils ne savent pas s'il est guinéen, ils savent juste que on a été déportés dans des contextes qui étaient là. On a parlé de l'histoire pour arriver à leur première république, comment ça s'est passé. Ils étaient déportés par les Français sur cette île Saint-Domingue qui était une île. Non, c'est une île, c'est Haïti, qui sera baptisée par les Français Saint-Domingue. Voilà. Pour des raisons. Ils sont simplement en train d'exprimer leur désir de reconnecter à leurs racines. Exactement. Et si, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, si les leaders comme Marcus Garvey, Webb Dubois et tout, et les invités, ils les prenaient toujours en considération, c'est parce qu'ils savent que c'est des Africains après tout, une partie. Donc, on peut pas les nier, on peut pas les exclure. On a vécu, on partage le même destin toujours. Voilà, merci Mzoura Al-Hayani, merci Samuel Akizimana. Merci Issouf Abdallah. Je tiens à remercier également les auditeurs d'Ifriqiya FM. À très bientôt.